Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir à Gilles Boutin. Bonsoir Pierre. Mon confrère du Figaro. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Communicant et chroniqueur politique. Bonsoir à vous Jérôme Durin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de Saône-et-Loire, président de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France. Vous êtes co-signataire avec le sénateur Étienne Blanc de la proposition de loi Sortir la France du piège du narcotrafic. La grande question, et on va y venir, c'est de savoir s'il faut ou pas un parquet anti-narcotrafic en France, sur le modèle par exemple du PNF, du parquet national financier, et si oui, pourquoi ? Je sais que vous sortez d'un rendez-vous avec le garde des Sceaux. Que vous a-t-il dit sur ce sujet en particulier ? Je l'ai trouvé plutôt ouvert sur ce sujet. Je crois que le garde des Sceaux a une double attente, celle de l'urgence. La loi, ça va prendre un peu de temps et son application aussi. Donc notre parquet, auquel on tient beaucoup, ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais en revanche, on peut imaginer que l'examen du texte vienne en décembre ou en janvier et que cet objectif d'un parquet national spécialisé sur ces questions de criminalité organisée, qui comprendrait le stupéfiant, c'est possible. Qu'est-ce que ça change, la création d'un parquet ? Un chef de file, un patron, un boss, quelqu'un qui, on l'a vu sur le terrorisme. Sur le terrorisme, il fallait qu'on soit un peu aligné, c'était pas suffisamment organisé. C'est ce qu'on constate aujourd'hui sur le narcotrafic. On a des tribunaux locaux qui gardent des affaires, en disant tiens, ça c'est notre instruction, on va le traiter. Des juridictions interrégionales spécialisées qui des fois refusent de prendre des affaires, disant on a trop de boulot. Il faut qu'il y ait un patron qui dise voilà, sur le narcotrafic, je veux savoir ce qui se passe dans tel tribunal, dans tel GIRS. Il faut qu'on ait une vision d'ensemble. Aujourd'hui, les gens ne se parlent pas suffisamment. On l'a vu avec l'affaire de Mohamed Amra à Incarville. Les services pénitentiaires n'avaient pas d'informations des services judiciaires. On parlait de son évasion notamment. Son évasion notamment, mais ça veut dire que la dangerosité particulière de cet individu n'était pas connue. Et ça se réplique à tous les étages de la puissance publique. Le fisc parle pas suffisamment à l'intérieur, aux policiers. La justice ne parle pas suffisamment aux policiers. Donc, tant qu'on n'aura pas des patrons, un patron du côté du répressif, avec ce qu'on a appelé une DEA à la française, et un parquet national avec une incarnation, on l'a vu avec François Molins. François Molins, c'était, quand il y avait terrorisme, on avait son visage, on savait qu'il y avait un chef de file. Voilà, c'est ça qu'on demande. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui pour ça ? À la fois des moyens humains et des moyens financiers ? Est-ce que vous savez là où on est le plus mauvais aujourd'hui ? Vous allez me le dire. Là où on est le plus mauvais, c'est aller saisir l'argent, aller confisquer l'argent. On a un chiffre d'affaires du narcotrafic qui est entre 3,5 et 6 milliards d'euros. Les saisies et les confiscations attribuées au narcotrafic, c'est 180 millions d'euros à peu près. Ça veut dire que on a une politique qui peut s'autofinancer dans une période de disette budgétaire. Mais pardonnez-moi ma question candide, on a le droit ? Ah ben on a le droit, oui. C'est-à-dire qu'on prend l'argent et on prend ça pour financer le fonctionnement de ce parquet. Il y a une agence spécialisée qui s'appelle l'Agrasc, qui est spécialisée dans les saisies et les confiscations et qui va chercher les biens, les voitures, les bateaux, les immeubles, ce qu'il y a sur les comptes en banque. On progresse. On a d'ailleurs voté une loi encore à l'entrée de l'été pour que ça aille mieux. Mais on est encore insuffisamment outillé, et vous voyez bien que sur 3,5 à 6 milliards d'euros, il y a un peu de gras. Donc si on va chercher de ce côté-là, on pourra financer tous les efforts qu'on doit consentir par ailleurs pour lutter contre le narcotrafic. Question de Gilles Boutin du Figaro. Oui, il y a tout un champ sémantique qui fait penser au dispositif américain, et notamment l'agence surpuissante chargée de la lutte contre la drogue, la DEA. Vous parlez de la gestion des repentis, notamment dans votre proposition, et aussi la gestion des informateurs civils. Donc on a tout de suite des images de films avec des mafieux repentis à protéger. Est-ce que vous diriez qu'on a atteint un niveau proche, un niveau de structuration des réseaux de drogue, de vente de drogue, proche de ce qui existe aux États-Unis? Est-ce qu'on est dans une phase de cartélisation, et donc vous me voyez venir, de mexicanisation, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur? Oui, c'est l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, quoi. Soit le Mexique, soit la DEA, soit l'Italie, à l'époque de la mafia, parce que les repentis, c'est un dispositif qui a permis en Italie d'avoir plusieurs milliers de personnes. En France, on est à quelques dizaines, donc c'est que ça marche pas. Le problème, c'est qu'on a un commerce, un business qui est planétaire, avec des bandes qui sont extrêmement organisées, des gens qui sont hyper spécialisés. Il y a les producteurs, il y a les logisticiens, il y a les brokers, il y a ceux qui font le blanchiment, il y a les tueurs. Et ces réseaux, ils sont très puissants. Quand on envoie
100 depuis l'Amérique du Sud pour la cocaïne. Il suffit que 10% arrivent en France ou en Europe pour que le commerce soit rentable. Donc ça veut dire que, comme on est loin de capter 90% de ce qui reste, les moyens sont illimités. Donc des moyens qui servent à la corruption, des moyens qui servent à la technologie, à transformer le produit, à l'acheminer. Donc nous, il faut qu'on se mette à niveau. Et là, jusqu'à présent, on n'est pas à niveau dans les organisations. Donc il faut qu'on aille chercher l'argent. Il faut qu'on ait de l'information. Pourquoi je dis de l'information ? Parce que ils ont même des messageries cryptées. Il y a eu deux messageries très connues en Crochat et Sky ici, qui ont montré qu'il y avait une espèce d'autonomie technologique des réseaux criminels, donc il faut qu'on monte à l'échelle. Et là, pour l'instant, on n'est pas à l'échelle. En mexicanisation, situation italienne, mafia, on appelle ça comme on veut, mais c'est grave. Et d'ailleurs, quand on a sorti la commission d'enquête le 14 mai, les gens nous regardaient un peu en disant les mecs là ils exagèrent un peu quand même. Et puis aujourd'hui, est-ce que quelqu'un doute encore de la gravité de la situation ? Non. Donc il faut qu'on prenne les mesures adaptées. Jean-Michel Salvatore. Alors justement, oui, quand cette commission d'enquête a été créée, au début de l'année, c'est vrai qu'on ne parlait pas à ce point de cette mexicanisation et de ce narcotrafic. Depuis, il y a eu énormément de faits divers qui sont autant de symptômes. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte qu'il y a effectivement on est à un moment de bascule, et d'ailleurs c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau. Quand on regarde les chiffres, c'est assez saisissant. Les assassinats entre délinquants, c'est-à-dire les règlements de compte de narcotrafiquants, avaient fait 300 morts en 2022, et on en est à 418 en 2023. Ça veut dire que donc là, on a une augmentation de 38%. Pourquoi cette augmentation ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu les Jeux Olympiques et que les forces de police se sont retrouvées à Paris et pas sur le terrain ? Comment on explique cette explosion du narcotrafic ? Il y a du produit à écouler. La production de cocaïne a été augmentée par 3 ces 10-15 dernières années. Ça veut dire qu'il y a plus de consommation aussi. Il y a plus de consommation, mais il y a plus d'offres aussi. Elle est moins chère aussi, je crois, la cocaïne. La prohibition, l'interdiction de la consommation, normalement, c'est moins de produits, plus cher, difficile à trouver. En France, on a beaucoup de produits, facile à trouver et pas cher. Donc forcément, il y a une offre qui génère sa demande. Et d'ailleurs, on voit bien que le débat se porte, est-ce que c'est de la responsabilité des consommateurs ? Est-ce que c'est de la responsabilité des producteurs ? C'est sûr que sans offre, il n'y a pas de demande. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Mais moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a du produit, il faut l'écouler, ils cherchent des parts de marché, comme une enseigne qui ouvre des franchises. Et donc, on a un déplacement du phénomène de zones urbaines qui était déjà connu, on pense à Marseille évidemment, vers des zones rurales. La France des sous-préfectures est touchée. Et est-ce qu'on a baissé la garde ? Est-ce que d'une certaine façon, on a été moins attentif, on a laissé filer ? Non, je pense qu'ils ont un coup d'avance et que sans doute collectivement tous les gouvernements ont pas pris la mesure de ce phénomène. Il y a un moment, on est rattrapé par la vérité des prix. La vérité des prix, c'est qu'il y a des codes criminels avec des jeunes, un rajeunissement des auteurs et des victimes des actes criminels, des actes de barbarie parfois. On a vu les gamins de 14-15 ans à Marseille. Même plus petits. Même plus petits. Dès 9 ans. Donc, c'est l'armée de réserve du narcotrafic. Donc, des actes criminels, une expansion du trafic, de la corruption. Voilà, c'est ce cocktail qu'on a diagnostiqué avec la commission d'enquête. Et aujourd'hui, ça nous explose à la figure. Et il y a aussi alors vous travaillez en aval, j'allais dire, avec la possibilité de faire un parquet. Il y a aussi en amont, alors là tous les moyens sont bons. On entendait Carl Olive dire il faut qu'on envoie l'armée. Bon, alors c'est peut-être un peu excessif, ou en tout cas l'armée ça s'organise. C'est pas tous les jours. Et c'est un argument qui a été maintes fois proposé pour des faits de violence. Il y a un fait dont on parle peu, c'est justement comment dirais-je, quand il y a une affaire de narcotrafic dans une ville et qu'il y a en Suisse un jugement, on appelle aussi parfois quand il y a des crimes à un juré populaire, et il y a des gens qui subissent la pression. Et la pression, elle vient justement de ces gangs des narcotrafics, ce qui fait que le juré qui est amené à se prononcer sur le crime justement d'un malfaiteur, il subit lui-même la pression. Est-ce que toutes les failles, toutes les ignominies, parce que là en l'occurrence c'est narcotrafiquants qui disent si tu vas, on va te prendre toi et ta famille, tu vas te retrouver dans le coffre d'une voiture. Est-ce qu'on a examiné toutes ces failles et toutes ces ignominies du narcotrafic ?
Oui, nous avons eu des témoignages directs de présidents de tribunal, de magistrats qui nous disaient très précisément ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire ces phénomènes de pression. Donc ça veut dire que là, il faudrait arrêter la juridiction, j'allais dire normale, avec une cour d'assises et des jurés populaires, pour se focaliser sur un jury professionnel. Une cour d'assises spéciale, avec des professionnels qui sont à l'abri de la pression. Mais ce ne sont pas les seules failles juridiques, il y en a d'autres. Là, vous avez ce week-end un article indiquant qu'une nullité de procédure permet de remettre en liberté quelqu'un qui est dangereux, un criminel, et les nullités de procédure, c'est fréquent. Et nous, on propose d'ailleurs d'examiner ça. Et il y a des gens qui sont spécialisés pour provoquer des nullités de procédure. C'est-à-dire, il y a des avocats, c'est le travail des avocats. Oui, c'est le travail des avocats. Mais le travail des avocats, ils sont quand même des auxiliaires de justice. Donc c'est pas n'importe quoi. Et quand on dit que tout le monde doit contribuer à cette lutte, il faut respecter les droits de la défense, évidemment. Là, vous touchez du doigt une question fondamentale. Ça veut dire que l'avocat, d'une certaine manière, doit avoir des limites et ne pas aller vers ce genre de procédé qui pourtant est un procédé, j'allais dire, assez usuel chez les avocats. Les plus hautes juridictions du pays ont utilisé des termes du style stratagème ou stratégie. Donc, il faut qu'il y ait des manœuvres. Donc, certains avocats sont spécialisés et c'est documenté par certains de vos confrères qui ont montré des rémunérations très importantes. Donc, nous, on estime que la société doit être protégée contre les criminels. Voilà. Et donc, à un moment, il faut poser des limites. Vous dites que certains avocats sont des criminels? Ah non. Indirectement. Ah non, je dis que il faut qu'on régule le système de toutes ses composantes, de la prison. En fin de course, on voit qu'il se passe des choses à l'entrée dans les prétoires et qu'il faut qu'on ait des règles nouvelles. Donc il y a une procédure pénale qu'on propose qui vise à limiter ces nullités. Au sujet des avocats, justement, vous voulez créer ce que vous appelez un coffre, un dossier coffre confidentiel sur les procédures en fait qui auront été suivies par les policiers pendant leur enquête et qui ces dossiers ne pourront pas être consultés par les avocats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus, parce qu'on voit d'ici venir la Cour constitutionnelle et nous dire que on ne peut pas... Ça c'est juste. Ça existe en Belgique déjà. Donc ça a été validé par les instances européennes. L'idée c'est quoi? Les policiers nous disent, nous on veut bien faire du boulot, on veut bien essayer de rattraper les criminels, mais si chaque fois qu'on arrive à les mettre en cause, les techniques par lesquelles on les a attrapés sont divulguées, alors ils s'adaptent, et alors qu'on avait à peu près fait jeu égal, on est à nouveau distancé. Donc l'idée c'est que on sortirait du contradictoire des techniques spéciales d'enquête qui permettent de savoir comment un tel a été interpellé par une balise, et du coup qu'il n'y ait pas cette capacité d'adaptation systématique par les criminels aux techniques utilisées par les policiers. Ça ne change rien au fait, à ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ce serait sous le contrôle d'un juge. On reste dans l'état de droit, il n'y a pas de difficulté. On respecte les droits de la défense, mais il n'est pas la peine d'armer les criminels contre la société en divulguant toutes les techniques spéciales qui sont utilisées par les forces de sécurité intérieure. Une dernière question, Jean-Michel Salata. Vous avez parlé tout à l'heure d'une chose dont les hommes politiques ne parlent jamais, c'est de la corruption. Et Bruno Retailleau également a parlé hier de la corruption de fonctionnaires de police, de fonctionnaires... Ça, c'était dans votre rapport, notamment de la dans le port du Havre, on a trouvé beaucoup de gens corrompus. Et puis même des gardiens de prison. Quelle est l'ampleur du phénomène? Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui commence à devenir très inquiétant? Et à quel niveau on retrouve le plus de corruption? Dans l'économie de la drogue et dans cette criminalité, tout est en zone grise. Donc, on donne des chiffres d'affaires dont on estime au doigt mouillé ce qu'ils sont. Pour la corruption, c'est la même chose. Ce qui est important, c'est de comprendre à quoi ça sert. La corruption, elle sert soit à acheminer le produit, une entrée dans un port, un transporteur, soit à assurer l'impunité des criminels, par exemple par la consultation de fichiers. Le plus simple, c'est la consultation de fichiers. Ça se voit pas. On n'est pas outillé pour vérifier quel gendarme, quel policier regarde les fichiers. Ça commence à venir, mais par un fichier dont la consultation est rémunérée 50, 100 euros, on peut faire tomber une perquisition, tomber une interpellation. C'est pas massif, ça arrive, mais c'est très inquiétant. Merci beaucoup, monsieur le sénateur Jérôme Durin, d'avoir été avec nous. C'était effectivement
Très pédagogique ce que vous nous avez expliqué ce soir et on verra donc s'il y a ou non la création dans le futur de ce parquet anti-narcotrafic. Célébrer les 40 ans du Top 50 avec Europe 1 à travers un podcast inédit. Europe 1 retrace le parcours incroyable du Top 50, l'émission culte de toute une génération avec Marc Toesca, le présentateur emblématique de l'émission Top 50, les dessous d'une émission culte racontée par Omblin Roche. Podcast à retrouver dès maintenant sur le site et l'application Europe 1. Nous, on se retrouve dans un instant avec Jean-Michel Salvatore et Gilles Boutin pour passer en revue l'actualité. À tout de suite.